Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club 1. On se retrouve pour les news et aujourd'hui on va notamment parler de Kenny Omega, de CM Punk, de Braun Strowman et également de AJ Styles. Est-ce qu'il est blessé ou pas? Donc c'est parti, on va démarrer avec quelques petites news AEW et on va démarrer avec une très bonne nouvelle car pour info depuis quelques jours c'est officiel, la AEW a signé un nouveau contrat avec le groupe Warner, ce qui veut dire que la AEW va rester à la télévision aux États-Unis pendant encore 3 ans minimum, plus une année en option. Et à côté de ça, on a eu quelques détails par rapport au contrat. Donc d'abord, la AEW aurait signé avec le groupe Warner pour 185 millions de dollars par an pendant 3 ans et encore plus d'argent pour la 4e année si jamais le groupe Warner active la 4e année qui est en option. Les shows AEW Dynamite et Collision vont rester sur les chaînes TBS et TNT, mais par contre d'ici la fin de l'année, le show AEW Rampage devrait prendre fin. Et la AEW va également petit à petit débarquer sur le service de streaming du groupe Warner, le service Max. Ça va démarrer début 2025 avec Dynamite et Collision, puis courant 2025, nous aurons également les pay-per-view de la AEW qui vont arriver sur Max. Et les médias américains rappellent que même si le show AEW Rampage prend fin, la AEW est actuellement en discussion avec le groupe Fox pour une nouvelle émission sur le groupe Fox, sauf qu'à l'heure actuelle on ne sait pas sur quelle chaîne ce sera, soit sur Fox, soit sur une chaîne secondaire. Beaucoup de personnes pensent que ce sera plutôt sur une chaîne secondaire comme FS1, mais en tout cas la AEW et Fox discutent par rapport à une nouvelle émission sur le groupe qui pourrait s'appeler AEW Shockwave. Donc perso je suis ravi et je pense que si vous êtes fan de catch, vous êtes forcément ravi car c'est une très bonne nouvelle pour le monde du catch. On a vu que la concurrence faisait beaucoup de bien à la WWE qui a amélioré son produit depuis la création de la AEW et c'est tout simplement génial d'avoir une seconde fédération majeure aux États-Unis qui donne du taf à des centaines de superstars, des employés, plein de personnes. Elle donne un salaire à toutes ces personnes et honnêtement elle nous fait kiffer. Perso j'adore la AEW et je suis très content de savoir qu'elle va rester avec nous au moins encore 3 ans. On continue avec une petite rumeur par rapport à Jon Moxley, car pour ceux qui ne sont pas au courant, ces dernières semaines du côté de la AEW, Jon Moxley a effectué un heel turn avec son clan BCC, sauf Bryan Danielson, car ils se sont retournés contre Bryan Danielson et dorénavant, l'objectif de Moxley c'est de le battre pour récupérer le titre AEW. Mais surtout ces dernières semaines, le BCC et Moxley ont attaqué plusieurs fois Danielson, et lors d'une des attaques les plus récentes, Moxley a expliqué qu'il ne fait pas ça pour lui, mais apparemment, il fait ça pour quelqu'un d'autre. Les commentateurs l'ont également souligné, ce qui fait que dorénavant, tout le monde se demande qui est la personne qui donne des ordres à Moxley, et beaucoup de fans espèrent qu'il s'agit de Shane McMahon. Sauf qu'il y a quelques jours, le Wrestling Observer est intervenu pour nous dire qu'apparemment la storyline actuelle de Jon Moxley ne concerne pas Shane McMahon et que Shane McMahon ne sera pas impliqué dans cette storyline apparemment d'après le Wrestling Observer. Maintenant, je rappelle également que ces dernières semaines, Shane McMahon a croisé les Young Bucks, Mercedes Moné et il a également eu une réunion privée avec Tony Khan, donc qui sait, peut-être qu'un jour il débarquera à la AEW. On continue avec une mise à jour par rapport à Luchasaurus qui ne va pas très bien car Fightful nous a informé que le 27 septembre dernier, la compagne de Luchasaurus l'a retrouvé inanimé au sol. Luchasaurus a directement été conduit à l'hôpital où les médecins ont découvert qu'il souffrait d'une pneumonie dans chacun de ses poumons, donc il avait 2 pneumonies en même temps et apparemment il était à quelques jours d'avoir des séquelles définitives, donc il est venu à l'hôpital juste à temps. Et donc suite à ça, Luchasaurus ou Killswitch a été placé sous oxygène et apparemment il aura besoin d'environ 1 mois pour totalement se rétablir, donc bien entendu, on lui souhaite un bon rétablissement. Et au passage, Fightful nous donne également une petite mise à jour par rapport à Keith Lee qui est absent depuis plus de 9 mois, et pour info, il n'est toujours pas prêt pour remonter sur les rings car à l'heure actuelle, d'après Fightful, Keith Lee n'a toujours pas reçu le feu vert des médecins, il a un problème d'ordre médical mais nous n'avons pas de précision par rapport à ce problème. On continue avec une mise à jour par rapport aux Golden Lovers, Kenny Omega et Kota Ibushi qui étaient absents ces derniers mois. Kota Ibushi bien entendu a été blessé, il avait subi plusieurs opérations et du côté de Kenny Omega on était sur une diverticulite, mais pour info, les 2 catcheurs ont repris l'entraînement ces dernières semaines du côté du Japon. Ils ont posté plusieurs photos de leur entraînement sur les réseaux et à côté de ça, Kota Ibushi est remonté sur les rings au Japon ces derniers jours. De son côté, Kenny Omega n'est pas encore remonté sur les rings, mais par contre, il a profité de son voyage au Japon pour avoir des retrouvailles avec Tanahashi et suite à ces retrouvailles, Kenny Omega s'est exprimé, il nous a fait comprendre qu'il souhaiterait faire équipe avec Tanahashi, donc voici ce qu'il a déclaré. Ma première priorité, c'est d'effectuer mon retour.
Et si je peux revenir, alors je veux affronter les Young Bucks. Je veux me venger, mais ce qui est encore plus important, c'est que je veux le faire de la bonne manière. La première fois que Tanahashi et moi nous avons catché, c'était pour le titre, c'était en 2019, et il y avait beaucoup de choses qui étaient en jeu pour lui et pour moi. Mais maintenant que nous sommes sur la même longueur d'onde, la prochaine fois que nous allons catcher, je veux que nous le fassions ensemble. J'ai été un méchant très longtemps, en particulier à la AEW. J'ai triché pour remporter le titre AEW. Et je ne veux pas que ce soit ce souvenir que les jeunes fans gardent de moi. Donc si Tanahashi et moi nous nous retrouvons à nouveau dans un ring, je souhaite que ce soit en tant que coéquipier. Donc comme vous l'avez compris, Kenny Omega nous tease un potentiel tag team match avec Tanahashi contre les Young Bucks. On passe aux news WWE et on va démarrer avec une info qui paraît évidente, mais je vais tout de même la citer car elle nous provient de Fightful. Il y a quelques jours, Fightful nous a expliqué que quand Raw va passer sur Netflix en 2025, eh bien le premier Raw qui sera sur Netflix sera de la qualité d'un PLE. Fightful précise que ce sera sûrement l'un des plus gros Raw de l'histoire d'un point de vue buzz. Et Fightful explique que la raison pour laquelle la WWE va traiter cet épisode de Raw comme un PLE, c'est parce que nous n'aurons pas de PLE, je le rappelle, pendant 2 mois, pendant les mois de décembre et de janvier. Donc c'est pour tout de même avoir un événement majeur en janvier. Et Fightful ajoute que le show spécial Saturday Night's Main Event qui aura lieu le 14 décembre risque également d'être traité un petit peu comme un PLE pour les mêmes raisons. Et donc par rapport au premier Raw sur Netflix en janvier 2025, Fightful ajoute que John Cena sera présent, ce sera le lancement de sa tournée d'adieu qui aura lieu en 2025. Et à côté de ça, Fightful suppose qu'on aura également sûrement des apparitions de la part de superstars de SmackDown. Et à côté de ça, ces derniers jours, nous avons plusieurs médias américains qui nous ont sorti ce qui devrait être le nouveau logo de Raw une fois que Raw passera sur Netflix. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Ensuite, pour rappel, lundi soir, lors de Raw, on a eu le droit à un speech de CM Punk, où CM Punk nous a expliqué que là, il va s'absenter, et il ne sait même pas s'il va revenir. Alors, quelques explications par rapport à cette absence de CM Punk. Déjà, il faut comprendre qu'il a eu un énorme Hell in a Cell match, donc c'est assez logique qu'il veuille se reposer quelques semaines. Mais à côté de ça, on rappelle également que avant de signer à la WWE, il y a quelques années, CM Punk avait posté un tweet très négatif contre l'Arabie Saoudite en répondant à The Miz, car The Miz avait défendu le contrat entre la WWE et l'Arabie Saoudite, et à ce moment-là, CM Punk lui avait répondu « Écoute, va sucer des bites couvertes d'argent du sang en Arabie Saoudite, espèce de petit con !» Donc suite à ce tweet qui date de 2020, tout le monde a compris que CM Punk n'est pas un grand fan de l'Arabie Saoudite, ce qui fait que justement là, comme on a Crown Jewel dans 4 semaines, beaucoup des médias américains supposent que c'est également pour cette raison que CM Punk va s'absenter, sûrement tout simplement car il ne souhaite pas se rendre en Arabie Saoudite, mais pour info ça n'a jamais été officiellement confirmé, CM Punk n'a jamais officiellement affirmé qu'il ne veut pas se rendre en Arabie Saoudite, donc c'est simplement une supposition de la part des médias américains suite au tweet de CM Punk. On enchaîne avec une bonne nouvelle pour les fans européens car d'après le média américain WrestleVotes, le PLE Elimination Chamber devrait avoir lieu en Angleterre en mars 2025 et à l'heure actuelle il y a 2 villes qui sont étudiées, qui sont les favorites, soit Birmingham, soit Manchester. Donc dès que ce sera officiel, je vous donnerai des infos par rapport à la date et par rapport à la billetterie. On continue avec Matt Cardona que vous connaissez sous le pseudo de Zack Ryder, je le rappelle actuellement, c'est l'un des catcheurs les plus importants du circuit indépendant, mais apparemment, il souhaiterait retourner dans une grande fédération, il n'est pas forcément très heureux sur le circuit indépendant, donc voici ce qu'il a déclaré. Honnêtement, qu'est-ce qu'il me reste à faire sur le circuit indépendant? J'ai tout fait. Je me suis totalement réinventé. Je suis devenu encore plus gros que je ne l'étais à la WWE. J'ai fait tout ce que je pouvais sur le circuit indépendant et plus. Donc quelle est la suite? Je sens que je devrais signer un contrat quelque part, mais en même temps, je ne souhaite pas signer un contrat simplement pour signer un contrat. Je ne veux pas faire partie d'un roster juste pour être un autre mec dans le roster. Je l'ai déjà fait, je connais ça. Donc aujourd'hui, si la WWE ou la AEW m'appellent avec une bonne offre, alors bien entendu, je vais les écouter et je vais avoir une conversation avec eux. Mais je vais pas vous raconter de conneries, je ne vais pas vous mentir, donc en toute honnêteté, je n'ai pas reçu d'offre de la part de la AEW ou de la part de la WWE. Donc jusqu'à ce que ça arrive, je vais tout simplement continuer à bosser, me donner à fond et changer le game sur le circuit indépendant.
Vous connaissez ma catchphrase Always ready, toujours prêt, et ce n'est pas qu'une catchphrase, c'est la manière dont je vis ma vie et ma carrière. Je dois toujours être prêt au cas où une opportunité arrive, et je pense que c'est pour cette raison que j'ai tellement bien réussi sur le circuit indépendant. Mais en toute honnêteté, je ne souhaite pas que ma carrière prenne fin dans ces toutes petites arènes et ces petits gymnases. Je veux que ma carrière prenne fin dans les big leagues, sur une grande scène. Et écoutez, encore une fois, je vais être totalement honnête, mais je ne comprends pas ce qui se passe. J'ai fait tout ce qu'il y avait à faire, tout ce qu'il y avait à accomplir, donc je suis legit choqué du fait que je n'ai reçu aucune offre de la part de la AEW ou de la WWE, et je sais que ça peut donner l'impression que j'ai un énorme ego, mais en toute honnêteté, je suis simplement réaliste. J'ai fait tout ce que je pouvais sur le circuit indépendant. Que puis-je faire de plus? Mais attention, il ne faut surtout pas que je commence à devenir négatif ou amer. Je vais continuer à essayer de prouver ce que je vaux, et j'ai l'impression que je l'ai fait ces dernières années, mais je vais continuer. Donc perso, je voulais mentionner cette interview car honnêtement je suis pas le plus grand fan de Matt Cardona, mais c'est vrai que le type a fait tout ce qu'il pouvait sur le circuit indépendant, il a prouvé tout de même qu'il était un bon catcheur et surtout qu'il gérait très bien le côté marketing, donc c'est vrai que c'est assez étonnant de voir que ni la WWE ni la AEW ne lui ont fait une offre. Et du coup n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, est-ce que vous souhaiteriez revoir Zack Ryder ou Matt Cardona à la WWE? On continue avec une petite info très rapide qui nous vient de Triple H, car pour info récemment l'UFC a fait un show dans la Sphère à Las Vegas, et Triple H a commenté récemment en disant qu'il a vu ce qui s'est passé, il a vu ce que l'UFC a fait d'un point de vue production dans la Sphère, et forcément quand il voit ça, il se dit que lui aussi il a envie de faire un show dans la Sphère, donc pour info, pour le moment il n'y a rien d'officiel, mais clairement Triple H est très intéressé par le fait de produire un show WWE dans la Sphère à Las Vegas. On continue avec une petite interview de Bronson Reed qui vient de nous révéler qu'à la base, lors du gros segment où il avait porté 6 Tsunami Splash à Seth Rollins, eh bien en fait il n'était pas censé en porter 6 mais il s'est un petit peu emballé, donc voici ce qu'il a déclaré. Alors non, à la base, je n'étais pas censé porter 6 Tsunami Splash à Seth Rollins. Non, j'étais censé en porter beaucoup moins, mais c'est l'une de ces situations où tu commences à écouter les fans, tu écoutes la foule, et tu peux tout simplement ressentir le changement qu'il se passe dans la foule pendant que j'étais en train de porter les Tsunami Splash. Quand je porte les deux premiers, la foule était plutôt en train de me huer. Ils pensent que c'est terminé, mais là je remonte sur les cordes, je continue avec un troisième, et là des gens commencent à se demander mais waouh, qu'est-ce qui se passe? Puis je retourne sur les cordes pour le quatrième, et là les fans ne comprennent plus ce qui se passe, et quand j'enchaîne avec le cinquième, là ils commencent à chanter, ils en veulent encore plus. Car il faut comprendre qu'il y a tout simplement ce désir de la part des fans de voir du sang, de voir de la violence, même quand c'est sur quelqu'un qu'ils adorent comme Seth Rollins. Ils adorent Rollins, et j'étais très heureux qu'après les 6 Tsunami Splash, les fans ont tout de même chanté son thème, donc tout a bien marché pour lui comme pour moi. Donc pendant que c'est en train de se passer, j'informais Seth Rollins en temps réel que j'allais lui porter de plus en plus de Tsunami Splash. Donc c'est le genre de situation où il doit être d'accord pour continuer, il doit être d'accord pour encaisser, mais au final je suis très heureux et je pense que ça nous a donné un grand moment de télévision. Ce moment a eu tellement de buzz en ligne car beaucoup de fans de la WWE n'avaient pas vu ça depuis très longtemps. Et surtout ça démontre que vous pouvez pusher, vous pouvez propulser une superstar avec un segment, pas un match, mais tout simplement de la brutalité. Ensuite, pour ceux qui ont raté SmackDown vendredi soir, on a eu le droit à un teaser avec des images d'une ville, des images de voitures et on semble apercevoir la silhouette de 2 personnes. Alors pour info, et je pense que beaucoup de fans l'avaient compris, c'est un teaser qui nous annonce l'arrivée des Motor City Machine Guns, Alex Shelley et Chris Sabin, qui vont donc bientôt faire leur début du côté de SmackDown. Et d'ailleurs, le lendemain, lors de Bad Blood, nous avons eu le droit à un second teaser, donc Alex Shelley et Chris Sabin arrivent, et au final, ils n'arrivent pas du côté de NXT, car pour rappel, dans les dernières vidéos news, je vous avais informé que d'après le média américain PW Insider, les Motor City Machine Guns feront leur début à NXT. Mais au final, ce ne sera pas NXT, ce sera SmackDown. Et d'ailleurs, ces derniers jours, nous avons Fightful qui est intervenu pour nous dire que d'après leurs sources, en fait, les Motor City Machine Guns n'étaient jamais prévus pour NXT et ils étaient toujours prévus pour SmackDown. Donc c'était simplement une erreur de la part de PW Insider, c'était une fausse info, ça arrive de temps en temps. On continue avec une petite mise à jour par rapport à Braun Strowman, car pour ceux qui ont vu le Last Monster Standing Match, on avait clairement l'impression à la fin du match que Braun Strowman était en train de galérer et certaines personnes pensaient qu'il s'était blessé au niveau du genou. Alors pour info, Braun Strowman s'est bien blessé, il l'a confirmé le week-end dernier sur ses réseaux sociaux, mais il ne s'est pas blessé au genou. En fait, il souffre d'une déchirure musculaire au niveau de l'aine. Donc l'aine, c'est la partie
entre la cuisse et le bas-ventre. Et Braun Strowman a d'ailleurs posté une photo sur ses réseaux sociaux pour nous montrer la marque de sa blessure. Et donc à l'heure actuelle, nous ne savons pas combien de temps Strowman sera absent, mais j'ai effectué quelques petites recherches en ligne. Attention, je précise, je ne suis pas médecin, mais d'après ce que j'ai lu en ligne, apparemment il n'aurait pas besoin d'une opération pour ce genre de blessure, et il doit simplement se reposer pendant quelques semaines, donc bien entendu, on souhaite également un bon rétablissement à Braun Strowman. Et donc on va terminer avec le sujet AJ Styles car on a eu plusieurs versions différentes par rapport à l'état de AJ Styles depuis SmackDown, donc je vais tout vous résumer. En gros, vendredi soir, lors de SmackDown, AJ Styles a effectué son retour et il a eu un match contre Carmelo Hayes. Et pendant le match, à un moment, il a effectué un saut et là, on a pu voir qu'il a un petit peu vendu sa jambe gauche. Mais il a continué le match et quelques instants plus tard, il a porté un brise-nuque à son adversaire Carmelo Hayes sur son genou gauche. Et là, le genou gauche de AJ Styles a lâché et donc au final, l'arbitre a mis fin au match. Donc le match a été arrêté, mais derrière, on a pu voir AJ Styles marcher pour retourner dans les vestiaires. Il a marché tout seul, il n'avait pas besoin d'aide. Il boitait un petit peu, mais il réussissait à marcher. Et surtout, la caméra l'a filmé, ça a été montré lors de SmackDown. Et un peu plus tard, lors de SmackDown, on a eu le droit à un autre segment où la caméra nous a montré AJ Styles en coulisses avec un médecin. Et donc, encore une fois, tout ceci a été montré lors du show télévisé. Et donc, directement après SmackDown, le média américain Fightful est intervenu pour nous préciser que AJ Styles n'est pas réellement blessé. Il s'agit tout simplement d'un angle pour le retour d'AJ Styles. Et je vous avoue qu'à la base, je pensais exactement pareil, parce qu'il y a quelques codes dans le monde du catch qui nous permettent rapidement de comprendre si c'est une vraie blessure ou pas. Et la première chose, la première règle que je vous ai déjà répétée depuis des années, c'est que habituellement, si on a une vraie blessure grave, alors la WWE ne va pas nous montrer la superstar blessée, et les caméras vont éviter de nous montrer cette superstar. Alors que vendredi, lors de SmackDown, la caméra est restée sur AJ Styles, et comme je vous l'ai dit, on nous l'a même remontré plus tard en coulisses. Donc rien que ça, normalement, ça devait nous faire comprendre que ce n'est pas une vraie blessure. Et il y a beaucoup de personnes qui ont également souligné qu'à l'écran, on n'a pas vu l'arbitre faire le signe X, donc ça ne peut pas être une vraie blessure, mais là, attention, je rappelle que ces dernières années, la WWE a plusieurs fois joué avec les fans, et il y a eu plusieurs cas où la WWE a fait le signe de X, alors que ce n'était pas une vraie blessure. Donc attention, le signe de X, on peut plus vraiment compter dessus. Et un autre détail, si AJ Styles s'était fait mal lors du premier saut, où il a vendu sa jambe gauche, alors logiquement derrière, tu vas pas porter un brise-nuque à ton adversaire sur la même jambe, car tu sais que tu vas te faire mal. Donc tous ces petits détails nous font clairement penser que ce n'est pas une vraie blessure. Mais derrière, quelques jours plus tard, 2 jours plus tard, vous avez le média américain, le Wrestling Observer, qui est intervenu pour nous dire que d'après leurs sources, au final, AJ Styles serait réellement blessé et il va passer une IRM dans la semaine. Et donc suite à ce rapport du Wrestling Observer, Fightful est à nouveau allé consulter ses sources et là Fightful a posté un nouveau message sur Twitter où ils ont indiqué qu'apparemment, d'après leurs sources, le saut où AJ Styles a vendu était un work, mais par contre le brise-nuque sur son genou était legit, c'était vrai. Et derrière, Sean Ross de Fightful ajoute qu'apparemment les gens en interne à la WWE pense qu'AJ Styles serait vraiment blessé. Donc là, au final, vous avez Fightful qui semble se ranger du côté du Wrestling Observer, mais derrière, vous avez Sean Ross, le journaliste principal de Fightful, qui a donné son opinion sur le site Fightful payant, et voici ce que Sean Ross a déclaré. Écoutez, d'habitude je ne donne pas mon opinion par rapport aux news, par rapport aux rumeurs, mais je voulais clarifier la situation. Initialement, au départ, on m'a dit que ce qui s'est passé vendredi soir à SmackDown avec AJ Styles était un work, c'était prévu. Mais depuis, nous avons d'autres médias qui ont indiqué que sa blessure était réelle. Et personnellement, je peux vous confirmer que la WWE a indiqué aux amis d'AJ Styles, au staff et aux scénaristes que la blessure est réelle. Mais je veux tout de même partager mes suspicions tout en respectant bien entendu AJ Styles. Et je rappelle que vendredi soir, lors de sa prétendue blessure, la caméra est restée sur lui, puis la caméra l'a filmé retourner en coulisses, et les commentateurs ont mentionné plusieurs fois cette potentielle blessure et ils ont clairement joué dessus. Et un peu plus tard, lors de SmackDown, ils l'ont filmé dans des vestiaires avec un médecin, ils l'ont montré lors du show, puis encore un peu plus tard, ils l'ont filmé en train de quitter l'arène sur des béquilles, et ça a été diffusé lors de SmackDown Lowdown. Puis vous avez également Jackie Redmond qui a posté un tweet sur la blessure de AJ Styles, et AJ Styles a commenté: donc toutes ces choses me font penser que ce n'est pas une vraie blessure. Mais dans tous les cas, j'espère que AJ Styles va bien et que c'est simplement une très bonne storyline. Donc comme vous l'avez compris, Sean Ross précise bien que d'après ses sources, la WWE a dit à tout le monde, les employés, le staff, etc., que la blessure de AJ Styles est réelle, mais en même temps, Sean Ross n'y croit pas vraiment à cause de tous ces petits détails qu'il a cités, que je vous avais également cités, le fait que AJ Styles ait été filmé, le fait que la WWE ait joué sur la blessure, le fait qu'ils aient même tweeté derrière par rapport à ça.
tous ces petits détails nous font plutôt penser que ce n'est pas vrai et que ce serait plutôt une storyline, donc on va bien surveiller les prochains SmackDown et on aura rapidement notre réponse, j'imagine. Donc voilà, c'est tout pour les news. Maintenant, comme d'habitude, c'est à vous. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!